Début janvier, sur les bords de la Garonne, la grisaille et le froid paralysent Bordeaux. Mais dans cette petite maison, Marc, 33 ans, et Léa, 30 ans, s'activent. Je retire le diable. Dans une semaine, Tu veux que je t'aide, chérie? le couple va troquer pull et bonnet contre des lunettes de soleil et des tongs. Tout ce qu'ils entreposent dans ce camion, ils le laissent à leur famille. Marc et Léa abandonnent leur vie en France pour aller vivre à l'autre bout du monde. C'est grosso modo presque en dehors de la carte. Ils vont s'installer au Vanuatu, Te gourre pas. un pays si petit qu'il est facile de le louper. Vanuatu, c'est là. L'île la plus proche est la Nouvelle-Calédonie. La France, pour rappel, est là. Donc ça fait un peu loin. Globalement, 33 heures de vol, ouais, c'est quasiment ce qu'il y a de plus loin. Et on se disait, là, il nous faut un nouvel élan pro, perso. Et ce qui nous a motivés, on s'est dit, on a envie d'aventure tous les deux. Et là, on peut difficilement faire plus aventure. Donc, Ouais, c'est clair. Ce commercial et cette manager dans l'hôtellerie ont répondu à une offre d'emploi. Ils s'apprêtent à faire le plus grand pari de leur vie, d'autant qu'ils ne partent pas seuls. Ils embarquent avec eux Léon, leur fils de 10 mois, aujourd'hui gardé par ses grands-parents. on a dû faire un passeport à Léon parce qu'il n'a jamais eu de passeport. C'est une aventure de famille. Ouais, Oui. carrément. Je suis un peu ému. Oui. On quitte notre famille, nos amis, donc on part. On va pas les voir pendant un certain temps. On est loin, on va vivre en décalé parce que pas la même heure, pas du tout la même saison, pas du tout la même vie. Donc forcément, ouais, pincement au cœur, oui. Et pas du tout le même métier. Le Vanuatu, un archipel composé de 83 îles volcaniques, perdu entre l'océan Pacifique d'un côté et la mer de corail de l'autre. C'est dans cette jungle, qui recouvre 80% du territoire, que Marc va devenir guide touristique. Son futur patron, le voici. Go Vanuatu, go, go, go! Il fait super chaud aujourd'hui, parfait pour se baigner et faire la lessive. Originaire de Gironde, Pascal est un pionnier. À l'époque où il s'est expatrié, peu de Français osaient franchir le pas. Je suis arrivé avec ma femme il y a 25 ans. Et on est venu avec un an de contrat, puis une autre année, et puis voilà. 25 ans après, on est toujours là. Maintenant, j'ai la nationalité. Hein, j'ai le passeport vanuatais. Tous les matins, ma femme, quand je pars, elle me dit « Allez, amuse-toi bien ». Je dis « Oh, je travaille ». On va ralentir pour que tout le monde arrive. On ralentit un peu. Aujourd'hui, il accompagne un groupe de 10 touristes sur l'une des plus belles rivières de la région. Pascal est un explorateur. Il connaît tous les secrets de ces îles reculées. C'est les Ficus Strangle. Plus de 400 ans. Son entreprise, qui propose toutes sortes de randonnées aux vacanciers, il l'a montée tout seul. Pascal travaille 7 jours sur 7 et il ne compte pas ses heures. Les gens qui pensent « Oh, on va partir dans les îles, c'est facile, on part dans les îles, on va faire travailler le personnel et nous on va aller jouer au golf, on va aller au café ». Tous ceux qui sont venus comme ça, ils sont tous repartis. À 55 ans, Pascal voudrait lever le pied. C'est pour le seconder qu'il a recruté le jeune Bordelais. Marc va être sur le terrain avec moi. Progressivement, je vais lui passer le relais, hein, comme on dit dans le sport. Et puis, j'attends de lui qu'il fasse ce que je fais. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais ça, l'avenir nous le dira. Marc devra tenir le rythme. Avec Pascal, le commercial va être mis à rude épreuve. À 16 000 km de là, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, la petite famille est loin de se douter de ce qui l'attend. Surtout Léon, 10 mois. Il comprend qu'il se passe quelque chose, c'est sûr, parce que ce matin, il est monté dans les valises. Il voulait pas qu'on parte sans lui, ça c'est sûr. Pour atterrir à Port Vila, la capitale du Vanuatu, il faut faire 2 escales et 33 heures de vol au total. Dubaï. Australie. Australie, Port Vila. C'est pas très clair, mais on va... On va y arriver. Normalement, c'est tout droit. Bonjour madame. Bien sûr. Mais dès l'enregistrement, les ennuis commencent. Le couple a réussi à faire tenir toutes ses affaires dans les 67 kilos réglementaires.
Ils ont payé un supplément pour cette planche de surf à laquelle Marc tient beaucoup. Mais visiblement, il l'avait mal mesurée. Elle ne doit pas dépasser les 3 mètres, longueur, largeur, épaisseur. Ouais. Donc là, elle fait 3 mètres 17. Donc on ne va pas pouvoir l'enregistrer sur le vol, il va falloir l'envoyer en cargo. On n'a pas de solution, nous, en fait. Ouais, là, on part à l'autre bout de la Pour planète. 10 cm. Attends, Léon, attends. C'est important, là. Le Bordelais n'est pas un pro de la vague, mais il comptait s'y mettre au Vanuatu. Pas question de laisser son surf à l'aéroport. Il enlève toutes les protections. On espère que ça va rentrer. Je pense qu'on est encore au-dessus, mais faut tenter. 3. Ouais. Moi, je vais chercher le rembourrage. C'est bon? Ça rentre. Et vous faites un heureux parce que je pars vivre là-bas. C'est pas juste des vacances. Là, je suis vraiment heureux. Bon déménagement. Merci. Merci, au revoir. Bravo, papa! On part au complet. Tout plaqué pour aller vivre sur une île paradisiaque. Abandonner la grisaille des grandes villes ou un quotidien morose pour des plages de sable blanc, une eau turquoise et 365 jours de soleil par an. Beaucoup en rêvent. Eux ont sauté le pas. Seuls, en couple ou en famille, ils ont décidé de changer de vie. Mais au-delà de la carte postale, à quoi ressemble vraiment le quotidien de ces Français du bout du monde? En Asie, aux Philippines, dans le petit village d'El Nido, Basile et sa sœur, Bertille, sont devenus des entrepreneurs à succès. Bars, boutiques, hôtels, restaurants, pour eux, c'est l'archipel de tous les possibles. Non, franchement, vous avez bien bossé là. Nous les avons suivis entre Noël et le Nouvel An, la semaine la plus folle de leur année. Faut pas se rater là-dessus, hein. C'est quand même un chiffre d'affaires assez important, donc on essaie de faire de notre mieux. Marc et Léa se sont lancés un pari fou. Quitter leur vie bien rangée à Bordeaux pour élever Léon au Vanuatu, ce petit pays au large de la Nouvelle-Calédonie. Une aventure à milieu de ce qu'ils avaient imaginé. Pour moi, trop de bruit, trop de tout. J'ai déjà du mal dans une ville française. Et là, c'est trop pour moi. Guillaume, 28 ans, vit à Sao Tomé, une île au large du Gabon, en Afrique. Soutenu par sa compagne, Marie-Ève, cet ingénieur marseillais s'apprête à réaliser son rêve. Ouvrir la première usine d'huile de coco dans le pays. Là, c'est top. Top. Ouais, ça me touche. Je suis fière de lui. Sur une île à peine plus grande qu'un stade de foot, au milieu de l'océan Indien, aux Maldives, Michael est dans les starting blocks. Four tacos again? Ce jeune chef doit ouvrir un restaurant haut de gamme pour la clientèle du luxueux resort Kandolu. Un challenge sur cet atoll isolé de tout. C'est vrai que dès qu'il faut aller à la banque, au docteur, au dentiste ou faire des courses, ben voilà qu'il faut sortir de l'île, donc c'est hydravion direct. Habiter sur une île, est-ce vraiment la belle vie? Découvrez le quotidien hors norme de ces Français sous les tropiques. C'est l'un des plus beaux archipels du monde, les Philippines, en Asie du Sud-Est. Entre des falaises monumentales et une mer aux eaux turquoises, sur l'île de Palawan, le village d'El Nido. Ce matin, le petit port de pêche va accueillir un nouvel habitant. C'est parti, allez, recherche est parti. À l'aéroport, Basile et sa petite amie, Maureen, ont hâte de faire sa connaissance. Alors, on vient chercher ma petite sœur qui arrive avec mon neveu, petit Tao, que j'ai pas encore vu, qui vient tout juste d'avoir un mois. Après 13 heures de vol et 2 escales depuis Marseille, enfin les présentations. Ah là là, il est trop mignon. Sa sœur, Bertille, et Clément, le papa, préféraient que l'accouchement se déroule en France. Trop mignon, ces petits pieds. Mais alors, Tao? Voilà. Contente d'arriver. Ouais, ça fait du bien. Tao sera le premier de la famille à grandir sous les tropiques.
Là où Basile a décidé de s'installer sur un coup de tête il y a 5 ans. Car au départ, le serveur marseillais n'était venu à El Nido que pour les vacances. Je suis tombé amoureux de l'endroit. Plage de sable blanc, l'eau turquoise. Je suis rentré à Marseille, travailler un peu, mettre des sous de côté. Et 3 mois après, je suis revenu, j'étais ici. Et puis Bertie est venu me rejoindre il y a... Ça fait combien de temps, Bertie? 4 ans maintenant? 3 ans? Ouais. Bertie vit au cœur d'un quartier traditionnel au bord de la plage. Une vie au paradis qui nécessite quelques compromis. C'est bon, vous avez pris tout ce qu'il vous fallait? Allez, go. Pour accéder à sa maison, c'est toute une aventure. Il faut emprunter le moyen de transport local, le tap-down. Ça passe. Un sidecar de fabrication artisanale. Là, on s'embourbe direct. À mon avis. Ça peut passer, ça peut passer. Attends, ça ne peut pas que ça prend. Ça passe. Ici, les Français connaissent tout le monde. Hello! Comment ça? Et l'arrivée du nouveau-né est un petit événement. Le petit ange est arrivé. Oui. Il va découvrir sa maison. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est qui cette dame, Bertil? C'est ma propriétaire. Ouais, la propriétaire de la maison. Vous savez à qui il ressemble? Il ressemble à son père. Yeah. Oui, il a les mêmes yeux. Oui, oui, c'est ça. C'est un petit garçon? Oui, c'est un petit garçon. Oh, il est beau! Le couple paie moins de 200 € par mois pour louer cette maison d'environ 80 mètres carrés. Pendant les 3 mois d'absence de Bertille, Clément y a fait construire 2 chambres supplémentaires. La petite fleur sur le lit. Ah non, c'est cool. Ici, avoir une maison avec un toit en dur, l'eau courante et l'électricité est un luxe. Le frère et la sœur peuvent largement se l'offrir. Depuis qu'ils sont expatriés, ils ont bâti un petit empire. Pense au rappel de couleurs, tu sais, des coussins, comme on avait dit, jaune, vert et bleu. En France, Basile était serveur. Bertie fabriquait des bijoux fantaisie. À El Nido, ils se sont découverts une âme d'entrepreneur. Voici l'un de leurs 5 établissements. Une boutique de vêtements avec un bar à l'étage. C'est devenu le point de ralliement de tous les Français du village. Voici. Cool. Ça va, ma chouchou? Et toi? Bah ouais, t'as bonne mine, ça fait longtemps. Merci. Et bah welcome back à El Nido, tu vois. Ils sont plus de 150 à s'être installés ici pour vivre leurs rêves. Nico, qui est le meilleur copain de Basile. Et créer leur propre business au soleil. Après, tu as Vince, qui est là depuis des années aussi, 3 ans, et qui, pareil, gère un hôtel. Demain, pour tous ces chefs d'entreprise en Bermuda, c'est le coup d'envoi de la haute saison. C'est une grosse semaine qui se profile, ça va être Noël et le jour de l'an. Donc tous les préparatifs, être sûr que tout se passe bien, qu'il faut que rien ne manque et que ça rentre. Tu vois, là, Ces prochains jours, Basile va devoir travailler à un rythme d'enfer. Le prix à payer pour profiter toute l'année d'un quotidien hors du commun. Perdu au milieu de l'océan Indien, l'archipel des Maldives. 1200 îles paradisiaques, dont 130 uniquement dédiées au tourisme. Parmi les plus luxueuses, celle de Kandalou. 30 villes à tout confort avec piscine privative. 1500 € la nuit. Toutes disposent d'une vue imprenable sur l'océan. Au maximum, l'établissement accueille 60 privilégiés. C'est dans ce cadre de rêve qu'un Français a décidé de faire décoller sa carrière. Donc on ferait le feu ici, on met les invités là, les musiciens au fond, 2 tables là et une comme ça. Il faut leur en mettre plein la vue. À seulement 27 ans, Michael est le chef cuisinier de cet hôtel très haut de gamme. Ce soir, il organise sur la plage un dîner-événement pour ses clients privilégiés. C'est juste un peu de pression, mais on est prêt. On va être prêt, qu'on a le temps. C'est bien, on est dans les temps, c'est plus important, quoi. Je suis assez confiant. Prêt. OK? Si cet hyperactif est un peu tendu, c'est que ce soir, il va servir à ses 18 convives pas moins de 14 plats, avec pour chacun une présentation et une assiette différente. Pour le poisson maï-maï, c'est quelle assiette? Ah, le marbre. Donne-moi celle en marbre.
Et comme tous les jours depuis 4 ans, il doit gérer en parallèle le service du midi au restaurant de Lille. Order in one sushi, one niçoise, followed by bacon carbonara, spaghetti bolognaise. Envoyez! Dans la cuisine centrale, c'est le coup de feu. Sous les ordres du jeune chef, 40 employés qu'il mène à la baguette. À la carte, plus de 150 plats. Des grands classiques, comme le hamburger ou la pizza, aux spécialités gastronomiques qu'il a lui-même créées, à base d'ingrédients locaux. Octopus, une paella tinta, donc une paella à l'encre de sèche, une petite purée de poivrons brûlés et du poulpe confit pendant 5 heures. Michael veut offrir à ses clients la qualité d'un étoilé. Sur cet archipel dédié aux farnientes, les repas sont pour certains le moment le plus attendu de la journée. Alors, jusque-là, tout se passe bien? C'est parfait. On a pris des tonnes de photos de nos assiettes. La gastronomie, c'est essentiel pour nous. Tout notre voyage est basé sur la nourriture. Et à 10 000 € la semaine pour 2, leurs exigences sont hors normes. Ça arrive qu'il y ait des clients qui mangent 3 plats. Vu qu'on est en all inclusive, donc on a une formule où tout est compris. Le client, des fois, se fait plaisir, il va manger 3, 4, 5 plats chacun. Entre les demandes des clients et le dîner événement sur la plage, Michael n'a pas une minute à lui. D'autant plus qu'il doit suivre l'avancée des travaux d'un nouveau restaurant au bout de ce ponton. L'ouverture est prévue dans 3 jours. Alors les gars, comment ça va? It looks really good, hein? Ça m'a l'air pas mal. The glue is dry? La colle est sèche? Le cuisinier se transforme en chef de chantier. Le bar, on l'a fait nous-mêmes, en fait. Ça a été fait sur mesure. C'est une cuisine que j'ai dessinée moi-même. Et c'est tout fait maison, en fait. This is granite, hein? C'est du granit, hein? Il a eu l'idée d'installer ici un restaurant de poissons crus. Yeah. Ce sera une première. Ça va être un peu plus de boulot, mais le jeu en vaudra la chandelle. All good? Michael travaille 6 jours sur 7, plus de 14 heures par jour. Alors avant le service du soir, il s'accorde un moment de repos. Le seul Français de Lille habite au centre de Candelou avec les 140 autres salariés du resort. Au total, une dizaine de nationalités vivent ensemble dans ces logements partagés. Sri Lankais, Philippins, Indiens, Indonésiens. Ils sont payés entre 300 et 600 € par mois. En tant que chef, Michael gagne beaucoup plus, 4 000 € net. Et il est logé dans ce studio. Hi Farouk. Salut Farouk. All good? Ça va? Yes. Farouk, c'est son homme de ménage. Il s'occupe de tout, même de ses lessives. C'est vrai que c'est un luxe, quoi, de pouvoir avoir les uniformes de laver, le lit de fait, la poubelle de vider, quoi. C'est vrai que ça, c'est un des côtés où on s'habitue. Merci Farouk. Michael ne vit pas dans le même confort que ses clients, mais cela convient parfaitement à ce jeune homme né dans les Bouches-du-Rhône et issu d'un milieu populaire. J'ai pas fait d'études. Dans ma famille, j'ai beaucoup de gens avec des très longues études. Et moi, voilà, j'ai pas le bac, je suis parti, je me suis fait tout seul. Et c'est vrai que niveau revenu, ben, je m'en sors plutôt bien. À 18 ans, Michael quitte le lycée hôtelier de Montluçon pour travailler dans un hôtel de luxe en Irlande. 2 ans plus tard, il traverse le globe pour cuisiner en Australie, où à 21 ans, il devient le plus jeune sous-chef du pays. Il passe ensuite 1 an en Nouvelle-Zélande, puis se hisse en finale d'un prestigieux concours de cuisine en Asie. C'est alors qu'il est recruté par la direction de Candelou. Une ascension fulgurante qui n'étonne pas son père. Oh, beau gosse. Ça va, papa? Ça va, et toi? Il y a un mois, un peu aussi, ouais, peut-être. Je me suis lâché cette semaine. C'est le stress. Jean-Paul est pêcheur. Il a toujours encouragé son fils à réaliser son rêve. Je ne le voyais pas rester en France, il était un petit peu voyageur dans l'âme, alors je me suis dit, il va sur la partie. Le père de Michael vit à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Il est déjà venu 3 fois aux Maldives, mais il ne s'y installerait pas pour autant. Moi, je quitterai jamais la France, j'aime trop mon petit village. J'ai des chiens, j'ai des poules, j'ai des amis, j'ai mon petit village. Mais tu comprends aussi pourquoi j'aime bien les îles. Oui, je comprends. Ils savent que je m'amuse, que je progresse. Tu es jeune, tu as la taille. Ouais, voilà, il faut pas être trop pressé non plus. En France,
Michael n'aurait jamais eu si vite un poste de chef dans un établissement aussi haut de gamme. Candolo est un tremplin dans sa carrière. Et il compte bien donner le meilleur de lui-même pour en mettre plein la vue à ses clients. Mettez le homard dans le four, dans 2 minutes, pendant 3 minutes, et puis vous le retirez. Les 18 convives ont payé 120 € par tête pour participer à ce dîner-événement. Ce soir, Michael a prévu de faire de leur repas un véritable spectacle, ponctué de nombreuses surprises gustatives. Petit marron du jardin qu'on a cuit en entier. Ok, maintenant fromage de chèvre. Soyez généreux, hein. 14 plats, dont des créations très originales. C'est du chèvre cendré, fondu. On dirait du ciment. Le ciment, c'est un peu plus épais, non? Pour donner du goût à ces champignons, Michael a même ressuscité une méthode de cuisson asiatique ancestrale au bambou. C'est une fausse saucisse comme du boudin noir, mais c'est du champignon en fait. C'est une technique traditionnelle ancienne pour cuire des aliments quand il n'y avait pas des casseroles et des poêles, quoi. Mais le plat le plus surprenant, le voici. C'est juste de la langouste émincée. On a cuit dans une croûte de sel en fait. Et dans une feuille locale, bitter leaf. Le client doit juste dérouler la feuille. Tu en as fait combien? Concentré sur ses plats, le chef a pourtant fait une grossière erreur. Il va s'en rendre compte à la fin du repas. Bon boulot. Ça vous a plu? Ouais, il y a eu un ou deux trucs Qui vous ont pas forcément... que tu aimes moins que d'autres. Le maï-maï. Le maï-maï, c'est canon. Les trois. Très bien. J'ai moins aimé La langouste, un peu moins. C'est la feuille qui est au... Vous avez mangé la feuille? Mais tout le monde a... Ouais. Il fallait pas la manger. C'était un manger. Oui, là c'est vraiment une erreur technique. En fait, je m'excuse. Et on a tous été, tous pareils, quoi. Il fallait enlever le pic, l'ouvrir, et après on pouvait pincer. C'était une petite boule de langouste cuite dans du gros sel, en fait. Ouais. Personne n'a compris. Michael va vite devoir se rattraper. Sous l'équateur, au large de l'Afrique, il n'est que 18h30. Je te dis. Alors qu'en France, les travailleurs sont encore dans le métro ou dans les embouteillages. Et ben là, ma belle. Sur l'île africaine de Sao Tomé, Guillaume a un autre rituel. T'as passé une bonne journée, mon toutou. Ce Français de 28 ans vit avec sa petite amie québécoise, Marie-Ève, et leur chienne, Studia. Dans cette maison tout confort de 120 mètres carrés, avec piscine en plein milieu du salon. Ici, il fait en moyenne 25 degrés toute l'année, alors tous les soirs, le couple s'offre ce moment de détente. Je te dis, un petit cocktail? C'est vrai qu'on est chanceux. Quand on arrive... Faire un petit plongeon. Ouais. Non, c'est super. On a conscience de la vie qu'on a. Au Québec, avoir une maison comme ça serait difficile. Ici, il loue ce havre de paix 1 000 € par mois. Sao Tomé et Principe est l'une des plus petites républiques d'Afrique. Un archipel noyé au milieu de l'océan Atlantique, en face du Gabon. Cela fait 4 ans que Guillaume, ingénieur agronome, s'est installé dans cette ancienne colonie portugaise. Quand on m'a proposé une mission en Afrique à Sao Tomé, première chose qu'on fait, c'est on Google. Sao Tomé, mais c'est où? Non, mais c'est une île. Une île? Le jeune homme vient alors de terminer ses études à Marseille. Il accepte un poste dans une plantation d'huile de palme. Très vite, il se rend compte que l'île regorge de cocotiers inexploités. Alors, il y a 1 an, il démissionne pour se lancer dans une aventure incroyable. Créer la première entreprise de production d'huile de coco du pays. Il a investi près de 24 000 € pour faire rénover cette usine de 270 mètres carrés. Il faut imaginer. Il faut imaginer. Donc là, il y aura le séchoir, la presse, elle vient exactement ici, après le filtre ici, le stockage de l'huile. Le problème, c'est que pour l'instant, ces locaux sont entièrement vides. Guillaume n'a toujours pas reçu ses machines. L'inauguration, J-10, et donc l'usine est censée tourner aujourd'hui. Et voilà.
C'est toujours comme ça. Mais ce matin, un coup de téléphone va tout accélérer. Faut qu'on y aille vite, là. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Ben alors, il y a les machines qui sortent du port, faut vite y aller. Et en même temps, on envoie les cartons d'invitation. Et donc, il y a tout qui se passe en même temps. C'est important? Ah bah, c'est plus qu'un grand... Si, Thérèse, disculpe. L'usine pourra peut-être ouvrir dans les temps. C'est inespéré. Vous êtes content, Guillaume, là? Ça fait presque 6 mois, 10 mois qu'on attend les machines. Pas une minute à perdre. Mais avec sa voiture de société, une 4L, mieux vaut ne pas être pressé. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent, mais elle démarre. Faut y aller doucement. C'est vraiment pas le bon jour. Mais elle tombe pas en panne, elle tombe jamais en panne. Allez. Voilà, c'est parti. Depuis 4 ans qu'il vit à Sao Tomé, Guillaume a appris à être patient. Une philosophie qui se résume en 2 mots. Lève, lève. Lève, lève, c'est le dicton de Sao Tomé. C'est tout, on est sur une île. Lève, lève. Que ce soit en voiture, tout est lève, lève. Les machines, ça fait 3 semaines qu'elles sont au port. Lève, lève. Lève, lève. Comme doucement en portugais, la langue du pays. C'est au port de Sao Tomé, là où transitent toutes les marchandises importées sur l'île, que le Français va retrouver son ami, Jean-Philippe. Ce Belge travaille pour une entreprise de fret qui a investi 300 000 € dans la société de Guillaume. Bonjour. Guillaume, ça pèse combien ce truc-là? Tu as le packing list? 2 tonnes, celle-là. Les conteneurs en provenance du Sri Lanka étaient bloqués au port pour des raisons administratives. Mais l'homme d'affaires qui vit sur l'île depuis 13 ans a réussi à s'arranger avec les autorités. On a déposé une caution pour juste nous permettre d'avancer. Tous les papiers ne sont pas terminés, mais ils nous ont laissé, on a fait un arrangement avec les douanes pour qu'ils nous laissent sortir et pour avancer. Voilà, ça prouve qu'ils sont assez sympas. Jean-Philippe a fait venir ses salariés pour aider Guillaume à décharger ses machines. Va falloir y aller en douceur. Faut faire attention au moteur. Ok. Certains des conteneurs pèsent plus de 3 tonnes. L'opération est délicate. Ouais. Allez-y doucement. Importer une nouvelle machine pourrait prendre des mois. À 10 jours de l'inauguration, Guillaume ne peut pas se permettre un faux pas. Enfin, la machine est sur le camion. Une étape de plus. Et en un seul morceau. Prochain challenge, s'approvisionner en noix de coco. Allez, hop, idigo. Ce soir, avec Marie-Ève, Guillaume a prévu un dîner en amoureux. Sur l'île, la majorité des restaurants se trouvent dans les hôtels. Bonsoir. Et ici, pas de problème pour trouver une place. On peut s'installer ici? Les établissements sont souvent déserts. Le pays s'ouvre tout doucement au tourisme. 40 000 visiteurs par an, 2 fois moins qu'en une soirée au Stade de France. Merci beaucoup. Marie-Ève et Guillaume sont ensemble depuis 2 ans. Mais la jeune femme va bientôt partir à 9000 km d'ici. La Québécoise vient de finir sa thèse. Impossible de trouver un travail de professeur sur ce petit archipel africain. J'ai trouvé un poste dans un département d'anthropologie à Montréal. Donc là, de janvier à avril, je vais être à Montréal pour enseigner. Moi, ma passion pour ce que je fais est très grande aussi. Donc, j'ai pas envie d'arrêter ce que moi je fais. Et vous, comment vous l'appréhendez, Guillaume? Disons que je passerai plus de temps à travailler. Ça sera un moyen de compenser et d'éviter d'y penser. Les amoureux prévoient de multiplier les allers-retours entre le Québec et Sao Tomé. Des centaines d'heures de vol en perspective. Quelque part au-dessus de l'océan Pacifique. Après 30 heures de vol, on arrive. Il est 7 h du matin et il fait déjà 25 degrés. Après presque 2 jours d'avion, Marc, Léa et Léon s'apprêtent à atterrir sur l'île principale du Vanuatu, au large de la Nouvelle-Calédonie. Sous leurs pieds, une jungle à perte de vue. Et Port Vila, la capitale. À l'aéroport,
Pascal, leur futur patron, les attend de pied ferme avec son fils Dimitri. Ça va et toi? Bonjour Léon. Bonjour. Bonjour. Dimitri, il a quelque chose pour toi. Dimitri, regarde. Regarde ce qu'il a pour toi. Coucou Léon, il y a un cadeau pour toi. Bienvenue. Tiens ma belle. Hein? Ah, et ça c'est pour toi. Salut Pascal. Salut Marc, salut. Enfin en vrai. Enfin, putain, bienvenue. Hein? Hein? Non. Ah, tu m'as dit que tu voulais de la chaleur. Marc et Léa ont hâte de découvrir leur île. Pour le moment, ils n'en ont vu que quelques photos sur Internet. Tu veux monter avec moi? Allez, puis... Bah ouais, c'est bien. Eh ouais. Au milieu des cocotiers et des espèces tropicales, la famille est tout de suite dépaysée. Regarde ça, Léon. Tu te rends compte? C'est pas désagréable, l'eau bleue turquoise, les flamboyants au bord de route, c'est pas les châtaigniers, quoi. C'est pas mal. Le Vanuatu est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, les maisons en tôle côtoient les habitations plus bourgeoises. On arrive dans ta maison, Léon. Nous, on est là et toi, t'es là. On est voisins, hein. C'est pratique. C'est dans cette résidence que Pascal leur a trouvé un appartement. Le couple va louer tout le rez-de-chaussée. Contrairement à la majorité des habitants, ils disposent de tout le confort moderne. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Allez, on rentre. Excitation max. Allez, Dimi. Maxi cuisine. Elle est plus grande que celle qu'on avait à Bordeaux. Ah, merci Pascal. Ici, Marc et Léa vont payer 1 000 € de loyer. C'est le même prix qu'à Bordeaux, mais avec 40 mètres carrés de plus. Et surtout, ce jardin de 200 mètres carrés. Le petit Léon, il pourra faire ses premiers pas. Léon, qu'est-ce que t'en penses? Courir, faire du vélo, jouer au football avec papa. Donc on va voir ta chambre, viens voir ta chambre. Léon n'est pas très emballé, contrairement à son papa, qui ne voit que les avantages. Vue sur Lagon depuis le lit. C'est vrai? J'ai même pas fait attention. Ah oui, dis donc, tu te réveilles, tu vois le lit. Moi aussi. Regarde. T'as vu ça, Léon? Oh là là. Ouais, C'est voilà. génial. Hein? C'est génial. Après toutes ces émotions, le couple est un peu sonné. Mais pas le temps de souffler. Marc commence le travail dès demain. Ici, il fera du 6 jours sur 7 en haute saison. On n'a pas le temps de redescendre, c'est génial. On va tout de suite être dans le grand bain. Ah ouais, là, on n'est pas du tout... Enfin, moi, je suis pas du tout en train de redescendre. Là, je suis en train de monter et de... J'ai envie d'aller voir, quoi. J'ai envie d'aller me balader, d'aller voir le lagon, d'aller rencontrer les gens. Ah, ça te plaît. Le jeune homme va être servi. Pour son premier jour, Pascal lui a réservé un programme de choc. 8 h du matin, sous une chaleur tropicale avoisinant les 35 degrés, la jungle, sauvage, indomptée. Pascal veut réouvrir une voie de trek, rendue impraticable par un cyclone qui a ravagé l'île il y a 3 ans. Avant 2015, le cyclone, on arrive en 4x4 jusque-là. Voilà. Ouais, j'ai du mal à y là, croire. on arrive, là, on a le coup. Ici, pas d'insectes venimeux ou de serpents mortels. L'épreuve de Marc, c'est de réussir à défricher ces kilomètres de végétation. Et l'ancien commercial n'a jamais utilisé de machette. Pour pas te fatiguer, tu tiens ton bouche-knife tranquille. Il y a juste au moment où ton couteau rentre en contact avec l'arme que tu serres. Aujourd'hui, ce que j'attends de lui, il va falloir qu'il monte ses capacités à bosser. Le Bordelais n'est peut-être pas tout à fait au point, mais il ne manque pas d'enthousiasme. C'est un peu le rêve de pas mal de mecs, d'aventuriers, de manier une machette dans la jungle, quoi. Donc j'y suis. C'est assez jouissif, ouais. Celui-là, voilà, celui-là qu'il faut couper. Voilà. Et, voilà, ouais, regarde. Et regarde. Et maintenant, mets un coup de pied si tu veux. Voilà. Tu vois? Voilà. Une bonne volonté qui déplace les montagnes. L'expédition avance pendant plus de 4 heures. Sportif, Marc réussit à tenir le rythme. Fais attention à ne pas glisser. Ensemble, ils ouvrent la piste pour enfin atteindre leur but. Wouhou! On y est. Une rivière naturelle qui traverse la végétation.
n'y a que nous. Voilà, ça. Ah, c'est rare à trouver maintenant. Ah, le bonheur. J'hallucine encore, là. Premier jour, j'hallucine. Ça change du bureau. Mais ça me va bien. Ça me va bien. J'avais pas mal voyagé avant, mais là, c'est mon boulot, donc c'est là que c'est le plus absurde, quoi. Un travail pour lequel il sera mieux payé qu'en France. Le jeune homme est conquis par sa nouvelle vie. Il rentre retrouver Léa, qui, elle, n'a encore rien vu de la jungle. Hello. Petite fleur de la zone. Coucou Léon, t'as mis ton super slip de bain. Si pour Marc, le bonheur est total, Ça, je sais pas si ça se met dans l'eau. Ah, il y a des bêtes dedans. Léa s'adaptera-t-elle aussi bien à sa nouvelle vie? En Asie, aux Philippines, dans le village d'El Nido, Basile et sa sœur, Bertille, reprennent la route du travail. Ce matin, la jeune maman va avoir une belle surprise. À seulement quelques mètres de la mer, sur l'une des plus belles plages de la région, elle va découvrir l'hôtel dont elle a dessiné les plans avant de partir accoucher en France. Waouh. Bon alors, Ah ouais, c'est malade. premières impressions? C'est trop beau. Non, franchement, vous avez bien bossé là. Ah, c'est cool. Quand je suis partie, c'était un terrain vague. Donc, il y a 3 mois, c'était un terrain vague. Donc là, vraiment, j'ai la surprise de l'endroit entier. À l'aide d'un logiciel gratuit, Bertille, qui n'a aucune formation d'architecte, a imaginé cet établissement haut de gamme. Ces 5 chambres, dont 2 bungalows, pourront accueillir jusqu'à 10 personnes. On a, dans un futur proche, une piscine qui va venir s'installer ici, au milieu des bâtiments, pour habiller un peu l'endroit. Le frère et la sœur ont opté uniquement pour des matériaux locaux, du bois et du bambou. Ils comptent proposer un tarif de 150 € la nuit, 170 pour cette suite, avec une vue plongeante sur la mer. Waouh. Ah, la vue. Ah, celle-ci, elle a vraiment pleine mer, t'es tout seul, t'es un peu le roi du monde dans cette chambre. 40 heures. Ils vont investir 80 000 € dans ce nouveau projet. 20 fois moins que s'ils étaient basés sur la Côte d'Azur. Et le Marseillais sait qu'il va très vite rentrer dans ses frais. C'est vrai que si tu compares par rapport à la France, on dit que tu as un retour sur investissement en 7 ans en France. Ici, tu peux trouver l'équilibre en quasiment 1 an. Donc c'est vrai que c'est super intéressant et qu'il voilà, n'y a pas de secret. Quand Basile débarque aux Philippines il y a 5 ans, il n'a que 20 000 € en poche. Mais ici, cela représente près de 7 ans de salaire. Alors le jeune homme décide d'investir. Il ouvre un premier hôtel, et pas n'importe où. Pour séduire les vacanciers, il installe son établissement dans cet endroit reculé, à 1 heure du centre touristique. Un petit paradis dont Bertille ne se lasse pas. Waouh. Mal, hein? Ah, c'est canon. Hello. Bonjour. Hey Jay. Salut. How are you? Tu vas bien? Thank you. Comment va le bébé? Très bien. Jay est l'un de leurs 20 employés. Cet expatrié américain s'occupe de l'hôtel et des clients de leurs 4 bungalows traditionnels, loués 55 € la nuit. Et là, on fait faire des tabourets? Ouais, bah il y a beaucoup de tabourets à l'extérieur qu'on va peut-être pouvoir mettre ici, mais il va falloir les raccourcir. Et en fait, là, on a enlevé toute la barrière. Là. Ah, c'est top. Pour cet ancien serveur, aux Philippines, tous les rêves sont permis. Ici, il ne paie pas d'impôts, presque aucune charge salariale, et les loyers sont très bas. En France, il n'aurait jamais pu avoir un tel parcours. Il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, j'imaginais pas récupérer autant de business. Je suis venu pour faire de la plongée ici à la base, donc vraiment rien à voir, et l'opportunité s'est offerte à moi. Donc je l'ai saisi tout de suite, et puis de là, on est passé de business en business. Aujourd'hui, à El Nido, Basile possède un bar, une boutique de vêtements, 2 hôtels et une entreprise d'excursion. C'est vrai que non, il y a 5 ans, impossible d'imaginer qu'on aurait autant d'endroits et surtout un bel endroit comme celui-là. Basile et sa sœur ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent surfer sur le succès de ce petit village de pêcheurs, devenu une station balnéaire branchée. El Nido
c'est la destination en plein essor de la région. À chaque coin de rue, de nouveaux commerces et des restaurants ouvrent toutes les semaines. Mais parmi les pizzas, crêpes et autres burgers, un grand absent. L'idée surprenante de Basile et de Bertille, c'est d'ouvrir une enseigne de kebab, la toute première de Lille. C'est encore loin d'être fini, mais... Ah mais il y a de l'espace, hein. Ah ouais. Bah, y a toutes les machines qui sont là, il manque... La crêpière. La crêpière, je pense qu'on va la mettre par là. Seul problème, le frère et la sœur n'ont jamais fait de restauration rapide de leur vie. Pour être sûrs de leur concept, ils ont prévu d'organiser ce soir une grande dégustation avec les expatriés de Lille. Depuis qu'il habite à El Nido, Basile s'est découvert de nombreux talents qu'il ne soupçonnait pas. À 10 minutes du centre, voici sa maison, perdue en pleine jungle. Ça va ? 80 mètres carrés, qu'il loue 250 € par mois. J'ai fait mes comptes, j'ai rangé un peu la maison, je passe au marché. Avec sa petite amie Maureen, qu'il a rencontrée sur l'île il y a 3 ans, il a entièrement rénové cette habitation traditionnelle. C'était une maison qui était complètement à l'abandon. Donc on a tout retapé, on a tout refait. On a agrandi, on a fait une terrasse derrière, on a un peu aménagé le jardin. Aujourd'hui, leur maison est tout équipée. Gazinière, réfrigérateur, eau courante. En France, c'est un minimum. Mais dans ce pays aux infrastructures encore balbutiantes, c'est un vrai luxe. On a fait creuser un puits, on a dû creuser, je sais pas, sur 3-4 mètres à peu près. Et on a trouvé l'eau et après on a fait un système de water pump qui nous prend toute l'eau et qui nous la ramène directement dans la cuisine et dans la salle de bain. Basile se verse moins de 1 500 € de salaire par mois. Alors malgré la chaleur, 28 degrés en moyenne toute l'année, il n'a pas encore investi dans un système de climatisation. Ce qui nous manque surtout là, je dirais, c'est l'aircon. Parce que vraiment il fait chaud et tout quand même. Et donc on a besoin aussi d'un peu de fraîcheur pour garder justement toutes les affaires aussi pour les t-shirts parce que les problèmes d'humidité, tout pourri ici et on a besoin vraiment d'avoir de l'air frais et constant. Tous ces bénéfices, le jeune entrepreneur préfère les réinvestir dans ses nouveaux projets. 21h, dans le centre-ville, Basile va bientôt savoir s'il a eu raison de se lancer dans le kebab. C'est sûr ma couille, ça va être bon. Je sens que ça va claquer. Oui, c'est sûr, ça va être beau. En cuisine, il est assisté par ses amis, Nicolas et Pilou, les 2 gourmets de la bande. Si. Ah non. T'as pas acheté de 2 salades? Ah non, elle est là. Je kiffe bien les couper, ça se fait. Moi, c'est un peu mon kiff. Un renfort précieux à quelques minutes de l'événement, même si eux non plus n'ont jamais fait de kebab. Des petits bouts, hein, fais des rondelles. Tu sais, tu fais des petits. Je les coupe en 2 et rondelles. Voilà, exactement. On est un peu dans le rush, là, c'est le pré-opening de notre snack. Donc, c'est les essais kebab, donc ça fait un peu peur. Mais ça va bien se passer. Alors ça, c'est une belle trancheuse à kebab, première utilisation. Ça va être son baptême. C'est du beau, ça. Voilà. Traditionnellement, les kebabs se font à base d'agneau, introuvable sur l'île. Alors Nicolas a inventé une recette maison à base de poulet et de bœuf mariné. Je suis dans un bon stress. C'est toujours une découverte à chaque fois. Et puis là, c'est une broche qui va être un peu plus grosse. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Tiens, ça va être bon. Nicolas s'est associé à Basile dans ce nouveau business. Cela fait des semaines qu'il potasse le sujet. Écoute, j'ai regardé beaucoup de vidéos, donc ça devrait le faire. Je commence à capter de plus en plus comment positionner les morceaux pour arriver à la faire de plus en plus large, mais je trouve que celle-là, elle a l'air pas mal du tout. Et c'est parti pour le tout premier kebab d'El Nido. Ah, c'est magnifique de voir ça, franchement. Il y a déjà des affamés dehors. On est tenté les kebabs, là. Pile à l'heure, les Français de Lille sont venus en nombre. Félicitations. Merci. Écoute, on va goûter ça, on va voir. Hein. Cela fait des années qu'ils n'ont pas mangé de kebab. On cherche toujours des nouveautés à manger dans ce petit village où on mange finalement tout le temps la même chose, on va tout le temps les mêmes endroits. Puis il nous en parle depuis 6 mois de son kebab, alors on attendait de le tester, donc c'est parti. Après tant d'attentes, les sandwichs de Basile vont-ils convaincre? Certains en restent sans voix. D'autres sont unanimes. Alors Clément? Ah, il déchire, putain. Là, c'est du kebab enfin, quoi. Seul bémol, apparemment, Nicolas a été trop généreux sur la sauce. T'en mets pas partout. Il y a beaucoup de sauce. On se met partout. La belle robe blanche. Bertille, la patronne, est confiante.
Ouais, très bon. Ouais, je pense que ça va bien marcher ici. Je pense la restauration rapide, enfin, takeaway, il n'y en a pas beaucoup à El Nido, donc ça va être bon. Aux Philippines, Basile et ses amis ont pu se reconstituer comme un petit bout de France. Mais certaines îles attirent encore très peu d'expatriés. En Afrique, à Sao Tomé, il n'y a qu'une trentaine de Français. Parmi eux, Guillaume est le seul à monter sa propre entreprise. Alors ça, c'est un petit problème. Vous avez des plus grosses cocos? L'inauguration de sa fabrique d'huile de coco a lieu dans 3 jours. Celles-là sont un peu trop petites. Pour s'approvisionner en noix de coco, Guillaume a décidé de s'appuyer sur les habitants. Dans chaque grande région, il a créé un point de collecte où ils peuvent déposer leur récolte contre rémunération. Alors, 3200 fois 1250, en tout, ça fait 4 millions de dobras. Pour le transport, 250 000 fois 2, ça fait 500 000 dobras. Soit 280 € les 5000 noix de coco. Ici, une personne sur 2 est au chômage. Alors cette nouvelle entreprise est une aubaine. Neil vient d'être recruté pour gérer les collectes. Il peut espérer gagner 150 € par mois, 3 fois le salaire minimum. Il a l'air motivé. Là, il a l'air très motivé parce qu'en plus, donc il comprend le pourcentage, il comprend combien il peut gagner et il a de plus en plus de personnes qui derrière sont motivées pour vendre des cocos. Eux veulent en vendre de plus en plus, lui il gagne de plus en plus, donc pour nous c'est top. Et pour lui aussi. C'est bien ce partenariat avec Guillaume. Sur le long terme, on devrait tous être gagnants. C'est une rémunération honnête. Il est bon dans les affaires, Guillaume. Guillaume a choisi de faire du commerce équitable. Un label qui impose d'augmenter le prix d'achat des cocos si l'entreprise fait des bénéfices. Le jeune Marseillais veut aider la population locale. Car dans ce pays pauvre, il réalise chaque jour à quel point il est privilégié. Alors, tout va bien? Vous n'êtes pas à l'école? Quoi de neuf, Selena? Tape-moi 5. Tape-moi 5. Quand Guillaume arrive à Sao Tomé il y a 4 ans, il rencontre la famille d'Elena. Un choc pour le jeune homme. Il décide de leur donner un peu d'argent tous les mois. Alors, c'est ton fameux sac? Mais il est très bien. Non, il y a un gros trou dedans. Un grand trou? Mais non, il peut encore servir. J'habitais à côté de chez eux, enfin pas très loin. Et en fait, c'est Leno et ses 2 sœurs. Ils couraient toujours avec moi quand je sortais du travail. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, ils venaient courir avec moi parce qu'ils n'avaient pas d'autre occupation et ils n'allaient pas à l'école. Et du coup, c'est à partir de ce jour-là, donc depuis 4 ans, que je les scolarise. 60% de la population de Sao Tomé vit sous le seuil de pauvreté. La majorité des familles habitent dans des maisons en bois, comme celle-ci, sans eau ni électricité. Guillaume a noué une relation très forte avec Elena et ses 6 enfants. Il a une petite copine qui s'appelle Daniela. Ah. Comment elle s'appelle? Comment elle se chame? Daniela. Daniela. Pour nous, Guillaume, c'est un membre de la famille. On le considère vraiment comme l'un des nôtres. Aujourd'hui, Alicia, 13 ans, lui a réservé une petite surprise en chanson. Ça veut dire quoi, Guillaume? Ça veut dire en portugais, je vais voyager avec Guillaume pour rejoindre Guillaume vers la France. Vous êtes très ému. C'est top. Putain, je me sens con. Pendant que Guillaume se remet de ses émotions, dans la ville de Sao Tomé, la capitale de 50 000 habitants, son amie Marie-Ève va faire les courses. Mais avant, elle doit faire du change. Bonjour. Et voici le distributeur automatique de billets. Ça, c'est une des personnes avec qui souvent je lui donne mes euros, il me donne des dobras. Sur l'île, il n'y a qu'une seule banque. Alors pour éviter de faire la queue des heures, le plus facile est de passer par des intermédiaires qui travaillent à leur compte. Le dobra est la monnaie locale. Il faut compter 25 000 dobras pour 1 euro.
Et pour 100 €, j'ai eu 2 500 000 $. Donc, ça fait quoi d'être millionnaire? Donc, ben, on s'habitue, hein? Ce Sao Toméen a sur lui plus de 100 fois le salaire minimum local. Pourtant, il se sent en sécurité. Dans le pays, de temps en temps, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes. Mais c'est très très rare qu'il y ait des vols. Ici, dans le centre, sur cette place, je n'en ai jamais vu. Pour acheter ses fruits et légumes, Marie-Ève ne va jamais au supermarché où les produits sont importés de l'étranger. La Québécoise préfère faire fonctionner l'économie locale. Bonjour. Bonjour. C'est combien la banane? 6 dobras. 6 dobras. Depuis qu'elle habite ici, elle a fait une croix sur ses anciennes habitudes alimentaires. Plus de pommes, ni de clémentines, mais toutes sortes de douceurs exotiques, comme ces fruits à pain au goût de patates douces, très appréciés sur l'île. En tout, elle achète plus d'une vingtaine de fruits. Voici 80 dobras et gardez la monnaie. Merci. C'est cher, Marie-Ève? C'est vraiment pas cher. Là, j'ai acheté tout ça pour un peu moins de 3 €. Pour ce prix en France, elle n'aurait eu que 8 bananes. Depuis 4 ans, Marie-Ève vient ici 2 fois par semaine. Elle connaît tous les commerçants. Salut, ça va toi? Ça va ma chérie? Coucou ma belle. On est sur une île, c'est petit. Les gens nous connaissent facilement. Donc, ça a ce côté-là très positif. Hein, tu te promènes dans la rue, tu dis bonjour. Moi, souvent, si je me promène, si je pars de la maison sans avertir Guillaume, quelqu'un lui dit « Ah, elle est partie dans cette direction-là. » Donc, vous avez intérêt à faire attention à ce que vous faites. Faut faire attention, on est un peu surveillés. Et ils seront bientôt au centre de toutes les attentions. L'usine de Guillaume doit être inaugurée dans 2 jours, en présence du Premier ministre. Mais le Français n'est pas prêt du tout. Vivre sous les tropiques, ce n'est pas toujours les vacances. Aux Maldives, pendant que les touristes explorent le récif corallien, Michael s'apprête à passer une journée riche en péripéties. Son nouveau restaurant ouvre dans moins de 48 heures. Le chef doit se fournir dans une île voisine. Encore une fois, une belle journée. Une journée de plus au paradis. Et ça, c'est mon bureau. Michael reçoit une livraison de marchandises en provenance d'Europe tous les 10 jours. Bonjour, ça va? La seule chose que le Français achète dans l'archipel, c'est le poisson. J'ai vécu dans le sud de la France, mon père était pêcheur aussi à la base, donc quand je vois un bateau vintage comme ça, avec trois messieurs maldiviens, je me lasse pas de tout ça, quoi. Je trouve ça cool. Ici, pas de chalutier. La pêche au filet est interdite pour préserver les fonds marins. C'est dans cette coopérative que Michael a pris l'habitude de se fournir. Mais avec son mètre 92, il rencontre toujours le même problème. Faut savoir qu'en Maldives, il n'y a pas trop de gens de ma taille, quoi. Du tout. Là, ça bloque un peu. La dernière fois, vous m'en aviez trouvé une à ma taille. Mais là, elle est trop petite. Ce matin, le chef a tout de même de la chance. Les pêcheurs ont capturé ce beau spécimen. Un thon jaune exceptionnel, 44 kilos. Ce poisson n'existe que dans les tropiques. Un mets de luxe tellement savoureux que les Maldiviens en cuisinent même les arêtes. Donc aucune partie du thon sera gaspillée. En fait, ils vont bouillir les os et les têtes ensemble. Ça va leur donner une petite pâte concentrée. Et ils s'en servent pour faire une soupe qui s'appelle garoudia, qu'on a au menu aussi pour les clients à Candoulou. Cette cargaison, introuvable en France, lui coûte 400 €. Thank you guys. Merci les gars. Si le chef a trouvé sa matière première, encore faut-il pouvoir cuisiner. Sur le chantier du restaurant, les ouvriers sont inquiets. Un imprévu risque de mettre en péril l'ouverture de demain. C'est censé être la taille qui rentre. Cet évier aurait dû être fait sur mesure, mais visiblement, il n'est pas aux bonnes dimensions. Ah là là, c'est pas vrai, mais pourquoi il y a cette barre là? Oh putain, j'ai déjà abîmé le truc. Ah oui, là, on va se taper les jambes dedans tout le temps, quoi. Donc c'est pas bon. Michael doit trouver en urgence un nouvel évier. Il va devoir effectuer tout un périple jusqu'à Malé, la capitale des Maldives.
Pour s'y rendre, il faut prendre un taxi d'un genre particulier, un hydravion. C'est vrai que dès qu'il faut aller à la banque, au docteur, au dentiste ou faire des courses, ben voilà, qu'il faut sortir de l'île, donc c'est hydravion direct. C'est le moyen de transport le plus rapide du pays. Il permet de rejoindre Malé à 70 km en une demi-heure. Et voici la capitale. Cette petite île abrite près de la moitié de la population. 150 000 habitants. Ici, on est loin de la carte postale des Maldives. Pour les femmes, le voile est obligatoire. Le gouvernement veille au respect de la charia, la loi islamique. Pour se faufiler dans les rues bondées, l'idéal, c'est le scooter pour Michael et Jalil, le manager adjoint de Kandolo. Un peu d'action, un peu de civilisation, ça fait du bien. T'apprécies ce genre de moment? À petite dose, ouais. Let's go. Allez, c'est parti. Visiblement, il n'y a pas d'évier dans cette boutique. Michael repart au pas de course, aux grandes dames de Jalil qui aurait bien fait du shopping. Jalil, c'est pas trop dur de suivre Michael? Parfois, oui. Plus que 3 heures avant la fermeture des magasins. On n'est pas assuré de réussir à trouver, mais après, il y a quand même pas mal de fournisseurs à la capitale. Donc là, on a au moins 4 ou 5 magasins qu'on peut voir aujourd'hui. Mais les adresses de Michael ne donnent rien. Jalil emmène alors le Français dans une toute petite quincaillerie. Yeah, ok. Pepcon, hein? C'est une vraie caverne d'Ali Baba. 700. Alors il faudrait du 70 par 50. Faut lever la tête, quoi. C'est vrai qu'il y a des éviers de partout. À la grande surprise du Français, cet évier a les dimensions idéales. J'aurais jamais trouvé tout seul, quoi. Là, c'est vraiment un magasin spécifique que Jalil se connaissait. Et on est comme sorti d'affaires, là. Michael devrait ouvrir son restaurant dans les temps. S'approvisionner quand on vit sur une île relève parfois du parcours du combattant. En Asie du Sud-Est, aux Philippines, aujourd'hui c'est Noël. Alors que Basile part au travail comme n'importe quel jour de l'année, chez elle, Bertie s'apprête à ouvrir ses cadeaux, avec un peu d'avance. Pour son nouveau-né, la jeune maman a fait venir de France plusieurs cartons de marchandises. Cela fait 2 mois qu'elle les attend et ils arrivent à pic. Il y a pas mal de trucs pour Tao, il y a des cadeaux de naissance, il y a pas mal de déco aussi parce que j'arrive pas à trouver des choses ici. Hop. Dans l'archipel, il existe de grandes enseignes de décoration et des centres commerciaux. Mais pour s'y rendre, Bertie devrait faire 10 heures de route. Des bonnes poêles aussi, parce que vu que j'avais de la place, j'en ai profité. Torchons aussi, pas forcément super facile à trouver, des torchons bien absorbants ici. Sans oublier le plus précieux, les petits plaisirs du terroir. Genre, terrine de campagne au cèpe. Ah ouais, c'est super, hein. Maintenant, il faut trouver du pain, mais on va se régaler, ouais. Alors ça... Pour transporter ces 300 kilos de marchandises, Bertie a payé 450 €, 10 fois moins cher que par la poste. Elle est passée par une compagnie locale qui fait transiter les colis par bateau. C'est un système qui a été mis en place par les Philippins pour les Philippins, parce qu'il y a énormément de Philippins qui travaillent à l'étranger. Et donc c'est pour qu'ils puissent envoyer des cartons à leur famille, à eux. Et donc du coup, nous, c'est un copain philippin à Marseille qui a envoyé ce carton pour nous, enfin ces cartons pour nous. Allez, c'est parti. De son côté, Basile vérifie l'avancée des travaux de son futur hôtel haut de gamme. Il veut s'assurer que tous ses salariés soient bien à leur poste. Ok, je vais prendre des photos, mais ne faites rien avant que Bertie les valide. Il y a toujours des imprévus, que ce soit avec les employés, par exemple, en période de fête. On n'est jamais sûr de les voir revenir le lendemain. Par exemple, on avait une vingtaine d'électriciens. Et après les fêtes, on s'est retrouvés, on a perdu plus de la moitié, il nous en restait 2-3. Pour ce chantier, Basile emploie une dizaine d'ouvriers. Une main-d'œuvre qualifiée et très économique. Le salaire est de 250 € par mois. Les charges sociales sont quasi inexistantes.
C'est une main-d'œuvre qui est très bon marché comparé à la France. C'est facilement 5-6 fois moins cher. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça nous permet d'avoir beaucoup d'employés et au même moment sur le chantier. Basile a investi ses économies dans cet hôtel. Pourtant, il ne lui appartient pas vraiment. Aux Philippines, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter de terrain. Ils ne peuvent que les louer. Comment allez-vous? Cet après-midi, le Français a justement rendez-vous avec son propriétaire. Comme chaque mois, il est venu avec sa femme récupérer le loyer. 800 € par mois pour ce terrain de 500 mètres carrés situé sur la plage. Une somme que Basile verse intégralement en liquide, car beaucoup de Philippins n'ont pas de compte bancaire. On loue le terrain pour 13 ans. Et nous, on construit cet endroit. Et par contre, ça a été déjà réglé avec eux. Au bout de 13 ans, ils récupèrent l'endroit avec les bâtiments. Une fois la somme vérifiée, elle ne va pas rester longtemps dans les mains de monsieur. Ici, les épouses sont les trésorières des ménages et elles n'aiment pas laisser trop d'argent à leur mari. C'est les femmes qui gèrent l'argent parce que c'est des gros gamblers. Donc avec les cockfights et les jeux de cartes, ils peuvent flamber beaucoup en très peu de temps. Donc c'est les femmes qui gèrent un peu l'argent pour que ça se passe bien. Et visiblement, elles sont très douées pour le calcul. Il manque 44 000 pesos. Ok, on recompte juste pour être sûr. 43, 44. Ok, bye. En 13 ans, cet établissement pourrait rapporter à Basile près de 2 millions d'euros. Le Français aimerait ouvrir l'hôtel d'ici 3 mois, mais rien n'est moins sûr. Car sur cet archipel, au mois de décembre, c'est la fin de la saison des pluies. Cette année, pour Noël, pas de neige à El Nido, mais une tempête tropicale. La queue d'un typhon qui s'abat sur le nord des Philippines. Ce soir, les Français vont réveillonner entre amis, bien au sec. Joyeux Noël! Ces expatriés ont tissé des liens très forts. Quand tu arrives dans un pays d'Asie du Sud-Est, tu connais pas le fonctionnement, tu sais pas comment faire pour louer ou acheter un truc. Et comme tu as une petite communauté existante, c'est plus facile, ça va plus vite. On est quand même dans un petit village. Tu te fais tout de suite des potes et c'est des belles amitiés que tu gardes et que je garderai toute ma vie, quoi. Même sous les tropiques, la tradition est respectée jusqu'au bout. Chacun a le droit à un présent. C'est la bougie! Mais leur vrai cadeau, ils se le réservent pour le lendemain. À seulement 10 minutes de chez eux, une petite croisière dans l'un des lagons les plus paradisiaques de la planète. Basile et ses amis ont loué ce bateau philippin typique en bambou. Ils ont prévu de passer la journée dans la baie de Bacuy, avec ses pitons rocheux et ses eaux turquoises. Un décor de rêve, loin de tout. Ah, vas-y, toi! Thibaut, tu viens là? Là, on est à Cadlao Lagoon. C'est un des 3 lagons d'El Nido et c'est le plus calme de tous. Et pour moi, c'est un des plus beaux. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est installé ici, c'est que les décors sont phénoménaux. C'est important pour toi ce genre de moment? Voilà, c'est des moments où on se fait plaisir entre amis, on se détend un peu et on est en dehors des business et vraiment, voilà, c'est les moments pour nous et on se fait plaisir un peu, ça fait du bien. Les Français viennent ici 1 à 2 fois par mois. Originaires de Nantes, de Marseille ou de Paris, c'est pour s'offrir ce genre de moment qu'ils ont décidé de tout plaquer. Cette parenthèse enchantée, avec repas compris, ne leur coûte que 30 € par personne. Le prix d'une place de cinéma et d'un menu au fast-food. Ah, papa! Magnifique. Ah ouais. Est-ce que c'est ça le luxe? Ah ouais. Parfait, on va se régaler. Le luxe sur la plage, un petit repas, on peut demander plus. C'est bien sympa. C'est top. En tout cas, c'est la vie. Ouais, la vraie. En tout cas, c'est notre vie. C'est notre vie. Et ouais. Une vie de pacha qui a tout de même quelques inconvénients. Moi, j'ai pas très légumes. Les Français trouvent leur paradis un peu trop petit.
On tourne en rond parce qu'on est, parce qu'il y a 4 rues dans le village et qu'on est dans les mêmes bars et les mêmes restos tous les jours et qu'on n'a pas de télé, on n'a pas de radio, on n'a pas l'info aussi facilement, pas de réseau, etc. Donc c'est ça qui est un petit peu dur, un petit peu difficile à vivre au quotidien. C'est vrai qu'il n'y a pas, ici à El Nido, il n'y a pas l'anonymat des grandes villes et que tout se sait. Dès qu'il y a une petite chose qui se passe, le lendemain, tu peux être sûr que tout le village est déjà au courant dès le lendemain. Donc c'est vrai que ça a un côté un peu agaçant quand même. De petits désagréments pour cet entrepreneur qui espère faire prospérer ses affaires à El Nido. Quelques heures plus tard, réunion au sommet. La soirée du Nouvel An approche à grands pas. Pendant la haute saison, plusieurs milliers de touristes affluent sur l'île. Cette année, le Marseillais veut en profiter au maximum. Vous voulez? Ouais, on est en train de parler, on se disait, est-ce qu'on viserait pas toutes les fringues qu'il y a en bas? C'est un dance floor en fait, en bas. Ouais, voilà, en gros de virer. Où est-ce que tu mets tout? On les met sur la terrasse. Avec Bertille, ils comptent transformer le rez-de-chaussée de leur établissement, cette boutique de vêtements, en boîte de nuit. Objectif, vendre plus de cocktails. Le 31, ça fait partie des soirées les plus importantes en termes de chiffre d'affaires, de tourisme. Les gens sont là pour faire la fête, ils sont là pour consommer et s'éclater. Donc on ne peut pas rater cette occasion. S'il y a des changements, on s'y en joue, OK? Allez, c'est cool. Avec cette soirée dansante, Basile espère faire venir une centaine de clients. Une grande première pour le jeune homme. Pour se faire une place au soleil, il faut savoir prendre des risques. Au Vanuatu, cela fait seulement 48 heures que Marc, Léa et leur fils Léon se sont installés. C'est parti. Voilà. À toutes. Amuse-toi bien. Merci. À tout à l'heure. Aujourd'hui, Marc va faire sa première journée de travail en tant que guide touristique. Allô? Le père de famille se sent comme un écolier à la rentrée des classes. Je suis excité, c'est ma première journée. Et je vais être plutôt dans l'observation, je pense. Regarder comment Pascal s'y prend avec les touristes. Essayer de prendre les ficelles un peu du métier. Mais pour son patron Pascal, cette première journée est encore une fois l'occasion de tester sa nouvelle recrue. Salut Pascal. Tiens, tu vas bien? T'as quoi dans ton sac à dos? Là, j'ai juste une serviette, si on se baigne. Non, tu te baignes pas, toi. Crème solaire. Ouais, on prend ton sac à dos, c'est mieux. Ok. Ouais, tu prendras celui-là. Ouais. Non, on se baigne pas en général. Ok. Ça, c'est de la papaye pour Ok. Georgette a préparé des fruits. Ah, bah c'est cool. Tu veux pas mettre ça? Si, je peux. Ah ouais, comme ça, on est habillé pareil. Ok. Il est à l'heure. Donc, c'est un très bon début. Simplement, voilà, c'est mieux. Je pense que c'est mieux qu'on ait la même short, la même chemise. Ça fait un peu plus équipe. Pascal et Marc vont récupérer plusieurs touristes à leur hôtel. Ce matin, comme c'est souvent le cas, les vacanciers viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Bonjour, voici Marc. Enchanté. Bonjour, ravi de vous voir. Ils ont réservé une randonnée de 4 heures à 45 € par personne. L'objectif de Pascal est de faire découvrir le Vanuatu loin des sentiers touristiques classiques. L'ancien commercial a encore du mal à s'imaginer à sa place. Vous voyez ces toits? J'ai fait le toit de mon bus avec les mêmes branches d'arbres. L'arbre Natangora. Je vais vous montrer, il y en a à côté de la rivière. C'est des choses que je vais devoir assimiler et retranscrire assez rapidement. Apparemment, j'ai 3 semaines. Après, je suis autosuffisant sur cette rando. C'est intense au niveau perso et du coup au niveau pro aujourd'hui pour la première fois. Grâce à sa maîtrise parfaite du biche-lamar, une des langues les plus parlées du pays, Pascal a pris l'habitude de discuter avec les habitants qu'il croise lors de ses treks. Les Vanuatais qui habitent dans la jungle sont autosuffisants. Ils vivent de la pêche et de l'agriculture. Marc va devoir lui aussi créer une relation avec eux. Alors, dorénavant, je ne vais plus travailler à temps plein. Et depuis hier, j'ai un nouveau guide, Marc. Donc peut-être que la prochaine fois, vous ne me verrez pas moi, mais lui. Comment ils vont faire pour communiquer? Marc parle pas encore. Il va parler en anglais, il y a toujours... Vous parlez anglais? Oui, oui. Super, on parlera anglais. Et un jour peut-être biche-lamar. See you. Bye. Ce nouveau travail et ses multiples challenges semblent réjouir le Bordelais. Sur cette plage de sable noir,
Il commence même à prendre des initiatives. Si vous voulez, je peux vous prendre en photo. Mettez-vous là, on verra le village. Et en plus, c'est mieux pour la lumière. Ah, c'est son premier jour. Je trouve qu'il est très bon. On commence tous un jour. Il est très naturel, il ne se prend pas au sérieux. Il est très attentif. Attention, Tinami quand même. C'est dans la boîte. Il est souriant, il aime parler, il est jeune, il est en forme, il n'a pas de poids en plus, donc il va pouvoir pédaler toute la journée, faire de la marche, pagayer. Donc ça démarre très bien. D'une conciergerie Pendant que son mari profite de sa nouvelle vie, Léa, elle aussi, s'aventure en terre inconnue. Elle va devoir découvrir l'unique ville de l'île, Port Vila, 44 000 habitants. Loin, très loin de l'image de carte postale du Vanuatu. C'est la première fois que la jeune maman sort toute seule. Ici, elle est mère au foyer. Sa mission du jour, c'est de s'abonner à Internet, indispensable pour communiquer avec sa famille. Je voudrais prendre un forfait Internet. Aujourd'hui, une grande partie de la population du Vanuatu a Internet. Pourtant, pour se faire installer une ligne, c'est toute une histoire. Thank you. Merci. You too. C'est vous qui avez Internet? Non, il faut revenir à 11h. Pourquoi? Pour prendre rendez-vous, parce que c'est une personne qui n'est pas là qui peut me... Voilà. Léa décide d'aller faire les magasins avec Léon. Mais ici, il n'y a pas vraiment d'artisanat local comme elle l'aurait espéré. À Port Vila, les enseignes asiatiques ont envahi la rue principale. Pas mal de magasins un peu fourre-tout, avec des trucs qui viennent probablement de Chine. Non, là, je vais pas monter là. Et avec la poussette, la balade se transforme vite en parcours sportif. Pas très praticable en poussette. Donc je vais prendre le porte-bébé dorénavant. Chaleur étouffante, embouteillage. Pour la Bordelaise, les quais de la Garonne étaient plus hospitaliers et les après-midi shopping plus reposantes. Il y a beaucoup trop de monde, je rentre pas là-dedans. Non, je vais faire une crise d'angoisse, je rentre pas là-dedans. Là, déjà, il y a trop de... Pour moi, trop de bruit, trop de tout. J'ai déjà du mal dans une ville française. Et là, c'est trop pour moi. Pour Léa, les premiers pas au Vanuatu sont moins paradisiaques que prévu. Mais l'île réserve encore bien des surprises à la jeune maman. Au milieu de l'océan Indien, aux Maldives, pour son seul jour de congé de la semaine, Michael s'apprête à quitter Kandolu. Demain, le jeune chef ouvre son nouveau restaurant. Alors avant le grand rush, il a prévu de se détendre. Embarquement pour un lieu unique au monde. Avec Sydney, la chanteuse américaine du resort, Michael va faire découvrir à ses collègues de cuisine, Jake et Dylan, un petit bout de paradis. Ce banc de sable blanc perdu au milieu de l'océan Indien. Une chose dont je me lasse pas, quoi. Pour moi, les Maldives, c'est vraiment ça, quoi. Être au milieu de nulle part et puis profiter, quoi. Après 1 heure de bateau, le petit groupe accoste sur ce minuscule îlot, le plus proche de Kandolu. Menacé par le réchauffement climatique, ces lopins de sable pourraient disparaître dans les prochaines années. Waouh, c'est irréel. J'ai jamais vu un truc pareil. Pour leur après-midi, ils ont tout prévu. Quelques provisions et un bon parasol. Il fait 35 degrés. Même s'il est né dans le sud de la France, Michael ne s'est toujours pas habitué à ce soleil de plomb. Moi, je suis le mec qui est vraiment très bronzé. Moi, j'aime bien porter de UV parce que les coups de soleil dans le dos, j'en ai déjà pris plusieurs fois. C'est difficile, quoi. Si ces Robinson Crusoe ont décidé de passer leur après-midi ici, c'est pour explorer les fonds marins exceptionnels de la région. Les récifs coralliens ont blanchi à cause du réchauffement des eaux. Mais ils abritent encore toutes sortes d'espèces exotiques. Des tortues et même des requins.
J'ai vu un poulpe par là-bas et des poissons magnifiques. C'est complètement fou. L'eau est incroyable, totalement transparente. C'est super. Grâce à son expérience de chef, Michael pourrait aujourd'hui trouver un bon poste en France. Mais il ne se voit plus quitter ce cadre de rêve. Si je rentre en France, j'aurai quand même une bonne situation, quelque chose de sympa. Mais certainement pas le côté exotique que je trouve au quotidien dans mon boulot. J'aime ce côté aventure, voyage. J'aime quand ça sort du quotidien. Mais ici, le jeune chef a une lourde responsabilité, faire voyager les papilles de ses riches clients. Le lendemain, le retour à la réalité n'est pas si simple. Bon, bah alors là, l'histoire de l'évier, voilà. On n'est pas dans l'optimal, mais ça fonctionnera. Les ouvriers viennent juste de terminer les travaux. Pourtant, le nouveau restaurant est censé ouvrir dans quelques minutes. En espérant que tout fonctionne aussi. Pour finir d'équiper la cuisine en un temps record, Michael a réquisitionné tout le personnel disponible. Les gars, il nous reste 1 heure. Et on a besoin de quelqu'un pour laver les assiettes, hein, une par une. Le logo du restaurant arrive juste dans les temps. Thank you. Merci. Donc là, voilà, quelque chose qu'on a dessiné nous-mêmes, qu'on a fait et qui est réel maintenant, quoi. Tout comme les nouvelles cartes. Super. Le chef a décidé d'ouvrir un restaurant de poissons crus. Le problème, c'est qu'il ne lui reste qu'une demi-heure pour apprendre à son équipe les recettes de ceviche, une spécialité d'Amérique latine. Donc c'est le ceviche le plus traditionnel. Je veux qu'il soit comme au Pérou. Donc on a du poisson, cru évidemment, et une bonne dose d'oignons. Le chef tient à ce que chacun de ses cuisiniers goûte les recettes afin de bien les reproduire. Pour ces travailleurs maldiviens qui n'ont jamais mangé ce genre de plat, c'est une découverte. OK. OK? Ah non, vous n'aimez pas quand c'est cru, hein? Bon, au moins vous avez essayé. C'est vrai que voilà, Mina, elle n'a pas forcément apprécié ses premiers pas avec le ceviche. Hein? Et voilà, au moins elle apprend, elle découvre. Michael espère que la réaction des clients sera meilleure. 18 h, une vingtaine de vacanciers sont venus goûter les nouveautés. Alors ça c'est bien, mais les morceaux sont encore un peu trop gros. Thank you. Merci. Can I help you? Je peux vous aider? Thank you. Merci. Thank you. C'est vraiment bon. Ah, c'était vraiment délicieux. J'adore le thon. C'est vraiment très frais. Habitués aux restaurants étoilés, Robin et sa compagne Christine viennent de Bourgogne. C'est très largement épicé, avec une base de maïs, une petite sauce pimentée, fait maison, secrète. On a passé quelques jours à développer. On est assez content du résultat. Oui? Formidable. Cette fois-ci, Michael fait carton plein. Ça y est les gars, c'est ouvert. C'est pas évident, venir ici dans des conditions qui sont pas celles qu'on a en France. Faire de l'excellence, c'est un sacré challenge. Et ça, moi, je l'admire. C'est bon? Dans ces moments, le chef réalise le chemin parcouru depuis son collège de Montluçon. Et il ne regrette pas d'avoir suivi ses rêves. Chine, à Michael, à sa réussite. Merci. Merci bien. J'avais 11 ans, je regardais la télé en cachette et je tombe sur une émission sur M6, sur un zone interdite d'ailleurs, d'un chef traiteur un français qui travaillait aux États-Unis. Et la vie il saurait bien, quoi. Il avait une grosse affaire, beaucoup d'employés, il avait une grosse voiture, une grosse maison. Enfin, tout marchait très bien, quoi. Je voulais juste être ce type-là que j'ai vu à la télé, quoi. Pour Michael, Candelou est une étape vers d'autres postes de chef à l'étranger. Lui aussi espère à son tour susciter des vocations. Au large de l'Afrique, à Sao Tomé, cela ne se voit pas, mais ce matin, Guillaume est en pleine phase de prospection. Pour le moment, la plupart des cocoteraies de l'île sont inexploités.
le premier professionnel de la noix de coco du pays, part de zéro. Allô? Y a quelqu'un? Allô? Y a quelqu'un? Pour son usine, Guillaume aura besoin de 20 000 cocos par semaine. Aujourd'hui, il est venu goûter celle de cette région, réputée grosse et juteuse. Après 20 minutes de marche, le Français trouve des passants pour lui ouvrir. Si on la vend pas, autant la manger. C'est une très bonne variété. Elle est super fraîche. Elle vient juste de tomber. Donc elle est très bonne. Les cocos, c'est ça qui est super intéressant avec cette culture, c'est que ça pousse toute l'année, tous les mois de l'année. Donc on a des cocos, on peut récolter tous les 2 mois sur chaque cocotier. Là, c'est un petit cocotier de la noix de coco qui est tombée et qui a le petit rejeton qui pousse. Et du coup, ça nous fera un cocotier qui pourra alimenter notre future production. L'autre avantage, c'est que la majorité des cocoteraies appartiennent à l'État, qui autorise n'importe qui à ramasser et à faire commerce des cocos. Pour trouver du personnel, il démarche le chef de la communauté. Salut Pasquale. Bonjour. Ça va? L'entretien se fait sur la plage en quelques minutes. Combien penses-tu pouvoir réunir de travailleurs? Ah, beaucoup. Beaucoup? Oui, j'en ai parlé autour de moi. Les gens voient qu'il y a beaucoup de cocos à ramasser. Ils sont tous motivés. Pas le temps de s'attarder. Guillaume doit filer à son usine. L'inauguration en présence du Premier ministre a lieu demain. Et il n'a toujours pas produit une seule goutte d'huile. Ici, le jeune patron emploie désormais 25 personnes, dont 5 femmes qui épluchent les noix à la main. Les salariés sont payés en moyenne 100 € par mois, plus de 2 fois le salaire de base du pays. Là, c'est vraiment les tests machines. Donc, c'est de voir si tout fonctionne bien, que les machines ont été branchées dans le bon sens. Pour cet ingénieur spécialiste des récoltes tropicales, voir ses cocos se transformer sous ses yeux est une consécration. La première fournée, C'est la première fournée, elle est presque cuite, presque déshydratée. Parce que c'est le but de l'opération, c'est de déshydrater la coco. Voilà. On a l'impression d'avoir de l'or blanc. Après 10 mois de préparation et d'attente, le jeune homme de 28 ans va enfin savoir si son dispositif fonctionne. C'est ça, c'est un couteau spécial et il faut trouver la position. Guillaume a invité son ami et partenaire Jean-Philippe à partager avec lui ce grand moment. T'as déjà essayé la presse? Alors pas encore. Pas encore. Non, on n'a pas eu le temps, c'est la première fournée. Et du coup, voilà, on va faire comme ça. T'as un instrument pour exactement. là ou comment ça se passe? Voilà, alors on va faire comme ça. On va commencer. Alors attends. Jean-Philippe, vous êtes conscient? Vous êtes conscient? Oui, on voit que c'est des tests. Hein. Vas-y. Ouais, je peux? Attends, mais si jamais non, c'est bon, c'est bon. Dans les deux. Et c'est gagné. Voilà. L'or blanc se métamorphose tout doucement en huile. Guillaume va la vendre 28 € le litre à des entreprises de cosmétiques ou d'agroalimentaire. Ce Marseillais, sorti de l'école il y a 5 ans, n'aurait jamais eu les moyens d'ouvrir une telle usine en France. Là, c'est top. Top. Là, c'est beaucoup d'émotion. Là, c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Pour Guillaume, les émotions fortes ne font que commencer. Demain, il va inaugurer officiellement son usine, un événement d'ampleur nationale à Sao Tomé. Aux Philippines, sur l'île d'El Nido, c'est la journée la plus importante de l'année pour Basile, le Nouvel An. Il est 6h30 du matin. Avec son ami Nicolas, ils se sont levés aux aurores pour faire les courses de la soirée. Ici, pas de grande surface. C'est au marché que les jeunes entrepreneurs doivent dénicher leurs produits. Monsieur, est-ce que vous avez du bœuf? Voilà, non, on n'en a plus. Aujourd'hui, c'est la cohue. Les touristes sont arrivés et les étals sont pris d'assaut. Là, on cherche du bœuf
Et là, apparemment, déjà, tout est déjà parti. Avec les vendeurs, Basile parle le tagalog. Une langue qu'il a apprise il y a 5 ans à son arrivée sur l'île. Ok, salamat po. Donc il y a 120, 125 dialectes dans toutes les Philippines. Et le tagalog, c'est vraiment la langue qui toutes les îles se parlent. On voit pour les prix, pour tout ça, c'est vrai que ça aide, le fait de parler la langue. Je pense qu'ils essaient moins d'augmenter les prix que si je ne parlais pas. Aux Philippines, négocier, c'est culturel. Mais malgré ses efforts, Basile n'y arrive pas toujours. C'est combien le sachet? 16 pesos. Mais c'est cher. Mais non, c'est le prix. Je cherche du basilic pour le rooftop. C'est vrai qu'on est notre best-seller, c'est quand même le Morito. Et on a besoin de basilic. Donc j'essaie de négocier pour faire un petit prix parce que bon, c'est assez cher pour ce que c'est là, mais bon, on en a besoin donc on prend tout. À 25 centimes d'euros les 5 sachets, Basile n'est pas vraiment perdant. Pendant que le Français s'affaire au marché, de l'autre côté du village, 5 de ses salariés transforment la boutique de vêtements en boîte de nuit. En une matinée, ils ont créé une piste de danse et construit un bar au rez-de-chaussée. Ce soir, Basile espère une centaine de clients. C'est la première fois qu'il organise un événement de cette ampleur. Alors l'ancien serveur ne veut pas se rater. 18 h, dernier préparatif. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Et en plus... de ce côté et... Oui, non, et puis en plus, comme ça, moi, il n'y a aucune bière qui soit posée ici, ça qui se... Le Français doit gérer sa cargaison la plus précieuse. Ces cartons viennent de la capitale de l'île, Puerto Princesa, à 5 h d'ici. Là, c'est toutes nos bouteilles d'alcool. Donc, on est en train de commencer à ranger le bar pour que tout soit à disposition et que ça aille plus vite, quoi, qu'on soit au top. Alors, ces bouteilles, vous allez me les mettre ici? Cet autodidacte a compris les ficelles du métier. Ce soir, pour se démarquer de ses concurrents, il propose un tarif spécial. La bière locale à 1,40 €, le Morito à 4 €. Sur l'île, les alcools importés coûtent cher par rapport au niveau de vie. Ce soir, je ne veux personne derrière le bar. Vous êtes les seuls autorisés, aucun client dans cette zone. C'est parti pour la plus grosse soirée de l'année. Des centaines de touristes ont envahi les rues d'El Nido, bien décidés à faire la fête. Pour attirer les vacanciers, Basile a invité l'un de ses amis DJ à mixer. Et ça marche. Très vite, le bar est noir de monde. Bonne année! Bonne année! Il est minuit. Pour Basile et Bertille, une année de plus vient de s'écouler loin de la France. Ici, ils se sont trouvés une seconde famille. À El Nido, le frère et la sœur sont fiers de tout ce qu'ils ont accompli. Et Basile ne compte pas s'arrêter là. Je ne sais pas si je resterai toute ma vie ici, j'ai plein d'autres idées. J'aime voyager, j'aime rencontrer des choses, découvrir, donc je ne sais pas si... C'est sûr que je garderai mes business ici, mais pourquoi pas continuer à voyager 6 mois ici, 6 mois en Amérique du Sud, au Canada ou en Asie, on verra bien. Basile n'est pas le seul Français des îles à vivre sans regret, quitte à se lancer dans des projets hors normes. Au large du Gabon, à Sao Tomé, la pluie s'est invitée à l'inauguration de Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Top, top, top. Le jeune homme garde le sourire, pourtant ce n'est pas une bonne nouvelle. Jean-Philippe, son partenaire qui vit ici depuis 13 ans, est un peu anxieux. Tu sais, à Sao Tomé, quand il y a la pluie, il n'y a plus personne qui bouge. Le pays est bloqué complètement. Enfin bon, moi j'aime bien la pluie, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée. Jusqu'à maintenant, il n'existait qu'une seule usine de bière dans le pays. Cette ouverture est inespérée. Salut, ça va?
Alors ça y est, c'est le grand jour, hein? Les ouvriers et les notables de la région ont bravé le mauvais temps. Comment vas-tu? Bien, Guillaume. Merci d'être venu. C'est moi. Salut. Un peu plus Alors, toi, Guillaume. ça arrive au compte-gouttes. Alors, faut respecter les protocoles. Mais il y a un petit peu de retard, là, avec la pluie. Là, on a la télévision Africa, donc RTP Africa qui arrive. La télévision nationale. Et même cet évêque portugais n'aurait raté ça pour rien au monde. Bonjour, on m'entend? Super. Ma bénédiction. Votre attention, s'il vous plaît. Monseigneur Visp va venir bénir l'usine. Le pays est à 98% catholique. Dieu a donné aux hommes la possibilité de créer. Que Dieu soit avec vous. Amen. Aucun commerce ne peut ouvrir s'il n'a pas été préalablement béni dans chaque recoin. À l'extérieur, l'invité le plus attendu par Guillaume arrive enfin, sous bonne garde. Il s'agit du Premier ministre francophone, Patrice Trovoada. Monsieur le Premier ministre. Guillaume. Enchanté. Guillaume est fier de lui présenter le fruit de son travail. Là, on est dans ce qu'on appelle la salle de lavage. On va sortir le coco broyé par ici pour l'emmener dans le séchoir. Pour obtenir donc de la coco râpée déshydratée. Le Premier ministre semble séduit par le concept, d'autant qu'il est un grand consommateur de lait de coco. Moi, je bois 3-4 litres par jour. Alors, c'est sûr que si tout le monde prend l'eau de coco... Non, mais parce que c'est la mode, tout le monde en boit, alors. Opération séduction réussie. Marie avait été impressionnée par son compagnon. Je le trouve bon. Je le trouve bon. Il est bon pour parler, pour présenter, pour... je suis surprise. Vous pensez qu'il a le trac? Pas trop. Surprenamment, je pensais qu'il serait plus nerveux, mais non. Il est dans son élément. À terme, l'usine devrait employer 50 salariés et faire appel à 300 collecteurs de noix de coco. Dans ce pays où seuls 30% des hommes sont employés, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais avoir 1000 Guillaume, mais il faut commencer. Donc on va l'accompagner, on va l'encourager. J'espère qu'il y en aura d'autres qui viendront avec nos jeunes aussi, faire je dirais, grandir l'humanité, l'humanisme. Chers tous, avec Valudo, nous allons développer l'industrie de la coco en travaillant ensemble avec les producteurs afin de proposer une huile de coco de haute qualité. Avec notre entreprise, nous allons promouvoir l'image de Sao Tomé et Principe dans le monde entier. Pour Guillaume, c'est l'aboutissement de longs mois de travail. Marie-Ève est heureuse de pouvoir assister à ce moment d'émotion. À 48 heures de son départ pour le Québec, la jeune femme craque. Je suis contente pour lui. Ce qui m'a vraiment touchée aussi, c'est de voir les travailleurs. J'ai vu comment ils ont travaillé beaucoup, j'ai vu ça évoluer, puis ça m'a touchée de voir comment ils sont heureux. Ça me touche beaucoup. Je suis fière de lui. Bravo, monsieur Guillaume. T'as bien fait ça? Son mot, là. Guillaume a du mal à réaliser. Ah, c'est beau. À 28 ans, il entame un nouveau chapitre de sa vie. Au Vanuatu, au large de la Nouvelle-Calédonie, petit à petit, Léa se fait aux contraintes de sa nouvelle vie sur l'île. Bientôt, on aura ça, nous aussi. Ah, ça serait bien. Avec Marc, ils n'ont pas encore de voiture ni d'internet, mais ils commencent à prendre leurs repères. La mère de famille s'est réconciliée avec la capitale de l'archipel depuis qu'elle a découvert le grand marché de produits locaux et sa promenade face à la mer. Ce matin, dans ce café qui dispose du Wi-Fi, ils ont prévu d'appeler la sœur de Marc, Cécile, dont le jeune papa est très proche. Coucou. Non, on ne voit pas. Non, on ne te voit pas, on se voit, nous. Hello. Je vous vois très bien. D'accord. Lui aussi? Tu le vois, lui, là? L'astico? Ah, yes. Ah. Coucou. Il est beau, ton col roulé. Ouais. Pas trop froid? Trop mignon. Regarde ça.
Ouais, j'ai vu, ça va. Et ce que tu vois pas, c'est qu'on sue à grosses gouttes. Hein. Et le boulot, t'as commencé, Marc, alors? Ouais, j'ai fait une première demi-journée. C'était super chouette. J'ai pas du tout eu l'impression de bosser. Bah, tu m'étonnes, t'as pas l'impression de bosser. Ouais, parce que je découvrais, moi j'étais en rando. Bien ouvert. Elle t'écoute pas du tout, hein. Alors regarde que Léon. Hein. Léon raconte à ma place. Il va lécher l'écran. Oh là là, il va tout arrêter. Quand il essaye d'attraper la caméra. Bon, bah, on te rappellera quand on aura Internet à la maison. Tu dis au revoir, chérie. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Cette fois-ci, c'est Marc qui a un petit coup de blues. On a envie de se voir, quoi, de se faire un petit câlin, mais voilà, ça fait 10 jours, donc on n'est pas encore en manque, mais oui, c'est vrai que ça ravive quand on la voit, ça ravive la distance, le sentiment de distance, quoi. Mais c'est normal, on va s'habituer. Vivre loin de ses proches, un sacrifice que Marc est prêt à faire pour partager avec sa famille cette aventure hors norme. Cet après-midi, ils vont pour la première fois sur l'une des plus belles plages de l'île. On est venu pour avoir une vie de famille où le dimanche on peut nager dans la mer de corail. On est venu pour le voir faire cette tête-là. Ça, c'est du bonheur. Même loin de vos familles, même loin de tout ce que vous avez connu, c'est bon, vous restez. Là, je pense que c'est validé. 100% validé. Check mon Léon. On va être très heureux tous les trois ici. Ah, il a dit check. C'est bon, il a checké, Léon, on reste. Pas question d'abandonner ce petit bout de paradis.